Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Bellorini et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast qui a pour objectif de vous projeter dans votre future carrière professionnelle en découvrant le parcours et l'histoire d'étudiants diplômés du master que vous réalisez. Bonjour Tanguy, merci d'être présent. On va discuter un petit peu donc, des différentes questions. Je crois que je te les avais mis dans un message, mais bon, de toute façon, je peux te les rappeler si besoin. Concernant un petit peu ton parcours avant le master, comment t'en es arrivé là, pourquoi tu as candidaté dans un master en environnement et si tu as fait plusieurs candidatures, pourquoi Bordeaux? Un peu tes retours sur le master, les points positifs, négatifs, ce que tu as aimé, pas aimé. Et ensuite, un petit peu le post-master. Est-ce que le master t'a aidé à trouver un emploi? Est-ce que t'es passé par autre chose, ton réseau? Et enfin, évidemment, pour terminer, un petit peu plus sur ton métier actuel et les missions qui sont associées. Je te laisse te présenter un petit peu sur ton parcours. Tanguy Gilberg, je suis donc ingénieur écologue donc spécialisé en restauration des milieux aquatiques, essentiellement alors plutôt calé rivière, donc sur tous les aspects, restauration de l'hydromorphologie et restauration de la continuité écologique. Je me forme petit à petit à toutes les thématiques liées aussi aux zones humides mais c'est pas vraiment le cœur de mon métier aujourd'hui. Ça a pu l'être plus alors d'autres expériences professionnelles, sachant que d'autant plus que tout ça c'est lié, hein, les rivières, les zones humides, les zones de débordement, etc. J'ai quand même des connaissances plutôt solides sur les zones humides, mais je suis plutôt vraiment spécialisé hydromorphologie et continuité. Donc j'ai commencé par une licence de biologie des organismes et des populations à l'université de Lille 1, et ensuite master 1, master 2, donc à l'époque qui s'appelait BEC, je crois que ça a changé de nom à Bordeaux. BEC, c'était biodiversité, écosystèmes continentaux, et en master 2, c'était aussi BEC, des spécialités biodiversité et suivi environnementaux, BSE. Ouais, le master 1 a changé, mais le master 2, c'est toujours la même appellation. C'est toujours le même, ok. Pourquoi déjà la biologie? Je commence par ça. Oui. C'est tout simplement parce que c'est des thématiques et des sujets qui m'animent depuis que je suis gamin. J'ai toujours été intéressé par la nature, par comment tout ça fonctionnait. Et c'est arrivé de manière assez naturelle et assez logique quand j'ai dû choisir une orientation. J'ai inscrit en fac de biologie en me disant, t'as 5 ans ou au moins 3 ans pour choisir une spécialité et t'orienter. Et c'est là que les études de biologie sont plutôt bien faites. Alors, je le pensais pas à l'époque, mais le tronc commun, ça me gonflait un petit peu, mais en fait, c'est ce qui permet, dès la licence 3 et en master 1 de t'orienter correctement. Alors, j'ai fait 3 années à Lille, mais j'ai obtenu ma licence à Bordeaux. J'ai fait la licence 3, à Bordeaux. Je vais terminer ma licence là-bas parce qu'ils proposaient des modules de formation au SIG, à la cartographie, on avait plus tard sur l'île. Je voulais en faire assez rapidement, ça m'intéressait. Donc, en licence 3, j'ai vraiment postulé qu'à Bordeaux, pour le coup. Principalement parce qu'il y avait cette option cette QE de SIG. Il y avait cette option de SIG, ouais. Et puis les masters, je me disais que ça pouvait être, alors je crois que c'est pas forcément vrai pour le coup, mais je me suis dit que ça me faisait un pied dans l'université de Bordeaux et pour continuer en master, ce serait peut-être plus facile, entre guillemets, d'être accepté si tu avais suivi ta licence, ou du moins une partie de ta licence là-bas. J'avais regardé un peu les programmes de master, ça me branchait bien et voilà. Peut-être, je sais absolument pas si ça a joué ou quoi, mais bon, c'est ce que je m'étais dit à l'époque en tout cas. D'accord. Et ensuite, en master, donc le master qui maintenant s'appelle BE, Biodiversité, Écologie, Évolution, mais c'est comme BEC. J'ai naturellement candidaté à celui-ci puisque je voulais continuer à travailler sur, ou du moins apprendre tout ce qui est fonctionnement fonctionnement des milieux, l'écologie appliquée, etc. C'était le master pour le coup sur Bordeaux qui regroupait tout ce qui plus de choses intéressantes à l'époque de mon point de vue. Du coup, tu as postulé uniquement au master de Bordeaux ou tu avais fait d'autres candidatures? Il me semble que j'avais postulé sur Lyon aussi. Et du coup, tu as été pris dans les deux, tu as dû faire un choix ou uniquement l'un, uniquement Bordeaux? Non, j'avais été pris qu'à Bordeaux, mais ça m'arrangeait bien, quoi. D'accord, parce qu'il y avait des choses que tu voulais absolument dans le master de Bordeaux. Ouais, je le trouvais assez bien. Bordeaux, ça restait quand même assez généraliste, mais j'avais l'impression qu'au niveau des thématiques abordées, on commençait à aborder tout ce qui était migrateur amphibiens. Alors on poussait plus ça en master 2. Donc on commençait à travailler un peu sur de l'aquatique et un peu sur des milieux de transition, donc avec l'estuaire et à l'interface un peu dire biologie continentale et biologie marine. Voilà, ça me convenait plutôt bien. On continuait. Je sais plus si on continue le SIG. Je crois pas.
Bon, je sais plus, mais en tout cas, ce qui m'avait plu dans le descriptif du master, c'est que pour le coup, là, on sortait vraiment de la théorie, qu'on rentrait vraiment dans la pratique et entre guillemets dans l'opérationnel. On mettait vraiment en application, voilà, tout ce qu'on avait pu voir précédemment. Et voilà, il y avait aussi cette dimension on avait pas mal d'intervenants extérieurs issus du monde professionnel qui venaient aussi, qui intervenaient. Et voilà, ça me paraissait plus concret. Sur ces 2 années de master, qu'est-ce que tu en retires en termes d'expérience, ce que tu as apprécié, peut-être un peu moins ou les points d'amélioration, des choses que tu aurais peut-être plus voulu voir, maintenant que tu as un retour personnel, enfin une expérience? Alors, ce qui m'avait vachement plu, moi, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que pour le coup, on nous a vraiment appris à construire un argumentaire et une logique. Du moins, ces masters-là ont permis vraiment de reconnecter on va dire tout ce qu'on avait pu apprendre en licence et de trouver une logique, voilà, à tout ça, à travers le fonctionnement des milieux naturels. C'était quand même assez, intéressant et assez, j'ai trouvé ça vachement bien de mettre enfin en application ce qu'on avait appris précédemment, que ce soit à l'université de Bordeaux ou à Lille, hein. Et donc du coup, ça rendait, on va dire, les études un peu moins ennuyeuses, puisque les 3 premières années, pour moi, c'était quand même beaucoup de bachotage, beaucoup de par cœur. Là, on sortait, voilà, là, les examens, c'était argumenté, c'était plus simplement donner des définitions ou des noms de je sais pas quoi, voilà. Là, on rentrait vraiment dans une vraie logique, et à construire un raisonnement. Et ça m'a vachement plu, les intervenants extérieurs aussi, les thématiques abordées. Si je pouvais être un petit peu critique sur cette formation-là, je trouvais qu'on avait encore un peu trop d'interventions et d'intervenants issus du monde de la recherche, alors qu'on était inscrit en master pro et qu'on demandait peut-être un petit peu plus de cas concrets. Mais ça, j'ai pas trop envie de taper sur l'organisation du master, parce qu'il faut en fonction aussi de leurs moyens, et je pense que c'est comme partout en France dans les universités. Voilà, l'État n'injecte pas suffisamment de moyens et qu'on se retrouve avec voilà, des UMR qui gèrent des formations avec les moyens qu'ils ont, quoi. Donc, pour le coup, ils le font très bien. Donc, c'est vrai que aller faire bosser des thésards ou des chercheurs de leur labo, c'est aussi pratique pour eux. Et voilà, voilà, c'est une manière aussi économique de pouvoir transmettre voilà, un savoir et de former les futurs écologues dans ces disciplines-là. Donc, c'est pas une critique directe que j'ai envie de faire au master, puisque c'était quand même un très bon master, hein. Moi, j'ai adoré mes études. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on trouvait que pour un master pro, c'était un peu cahier recherche, quoi. Un peu trop cahier recherche. Tu as passé ton master, en quelle année? Le M2, c'était en 2015, je crois. Oui, donc il y a quasiment 10 ans maintenant. Ouais. Mmh. Parce que ça, pour le coup, c'est des choses qui ont évolué. On a plus d'intervenants, justement du monde professionnel parce que Mhm. ça s'est un peu séparé. Il y a certains enseignements qui sont plus tournés vers la recherche et d'autres, plus vers justement le terrain. Et du coup, dans ces lieux de terrain, on a vraiment beaucoup d'intervenants, d'associatifs, de syndicats de bassin versant et cetera. Et ça, c'est voilà, c'est un retour, Bon, bah, super. des choses qu'on a pu faire évoluer. Quand tu rejoins ce master, tu nous disais tout à l'heure que tu étais, à la base plutôt dans l'optique, l'océanographie, l'océanologie. Est-ce que quand tu t'es inscrit dans ce master, c'est toujours dans la même optique ou ça avait déjà évolué? Non. Non, non, je savais pas exactement ce que je voulais faire concrètement comme métier. C'est arrivé un peu plus tard, ça. C'est arrivé plutôt pendant mes stages. Mais le fonctionnement des milieux, enfin, l'écologie continentale, voilà, ça m'avait convaincu. Enfin, les domaines d'application sont beaucoup plus variés pour moi. Je voulais pas faire de recherche, donc du coup, j'avais matière à trouver énormément, enfin, c'est un milieu qui est hyper large. Donc voilà, il y a une manière à bosser dans l'opérationnel de manière beaucoup plus, sur beaucoup plus de disciplines que dans le marin, quoi, où j'ai écouté des anciens collègues et enfin, des anciens copains, copines, étudiantes qui ont choisi le master biologie marine, qui ont vraiment galéré, quoi, derrière. Tu te souviens des stages que tu as fait? Tu veux à partir de quand? Parce que j'en ai Le fait des master principalement, je pense, master 1, master 2? master 1, master 2, j'ai fait les stages au même endroit. J'étais à la SGAC, qui s'appelait la Société de gestion et d'assainissement de la communauté urbaine de Bordeaux, la CUB. C'est une filiale de Ouais, ça appartenait, enfin, c'était la Lyonnaise des Eaux, en fait, donc une filiale de Suez, qui gérait, à qui il y avait une délégation de service public, donc de l'assainissement, je sais plus si c'était le collecte et transport, mais du moins, au moins le traitement des eaux usées. Et donc, en master 1, ma mission, c'était de passer sur tous les sites d'assainissement. Donc, on avait donc des servitudes. C'est des bandes de terrain sous lesquelles le réseau d'assainissement passait, qui appartenaient
soit à la ville, il me semble que ça appartenait à la ville ou à la communauté urbaine, sur lesquels il y avait de la végétation. C'était des espaces verts. Il fallait revoir tout le plan de gestion pour pouvoir s'inscrire dans une dynamique. Il voulait passer à la gestion différenciée. Il a fallu mettre en place le plan de gestion sur tous les ouvrages liés à l'assainissement pour cette filiale-là, sur la Cube. Donc c'était des bassins, il gérait le pluvial aussi, donc il y avait des bassins d'extension des crues, des bassins de stockage de pluvial, les servitudes liées à l'assainissement, des postes de relevage. Sur tous ces ouvrages-là, on avait des espaces verts et ils voulaient les gérer de manière un peu plus respectueuse. Il fallait mettre en place ce plan de gestion-là. Donc, j'ai travaillé à ça, quoi. Donc ça, c'était en master 1, ça a duré 4 mois. Et en master 2, j'ai travaillé encore une fois à la SGA sur la labellisation de bassins d'orage. C'est 5 bassins qu'il y a autour du périph' là, de Bordeaux, qui sont connectés à des cours d'eau et qui sont en gros télépilotés par un centre de télépilotage dynamique je sais plus comment ils appelaient ce truc-là, mais c'est qu'en gros ils géraient à distance tout un tas de vannes pour pouvoir faire du stockage d'eau c'est surtout pour gérer les orages estivaux là, qui peuvent être de forte intensité, qui peuvent saturer le réseau. C'était vraiment un centre, un énorme centre, c'était une énorme salle avec plein d'écrans. Ils avaient tout leur réseau d'assainissement et tout leur réseau d'eau pluviale. Et il y a un gars qui gérait à distance l'ouverture, fermeture des vannes. Il savait s'il y avait des agents sur site. Bon, voilà. C'était un truc qui était assez poussé à l'époque, il me semble. Ils avaient, point de vue technologique, ils en étaient assez fiers. Bon, enfin bref. En tout cas, autour de Bordeaux, il y avait 5 bassins qui étaient sur les 5 principaux affluents cours d'eau qui passaient autour de Bordeaux. Dès qu'il y avait des gros orages, ils fermaient les vannes, donc les cours d'eau débordaient dans ces bassins-là, et ils voulaient avoir, c'était une des conditions, en tout cas fixées par la Cube, par la communauté urbaine de Bordeaux à l'époque dans leur contrat de délégation de service public, de faire de ces sites-là des sites naturels, pas des réserves naturelles non plus, mais en tout cas il fallait qu'ils faisaient un label voilà pour ces sites-là. Donc du coup il a fallu, c'est le label EcoCert qui est venu labelliser les sites. Ils avaient mis en place plein d'actions en faveur de la biodiversité, des milieux aquatiques, de réduction du bruit, de gestion des déchets, etc. Et donc il a fallu alimenter tous ces rapports-là pour avoir la labellisation sur ces sites. Donc voilà, il y avait une asso naturaliste qui s'appelait la Cépenso, qui existe encore, hein, qui est quand même assez implantée sur le territoire que tu dois connaître, qui s'occupait de tout le diagnostic naturalistes, les inventaires sur différentes années. Donc voilà, on compilait les données puis nous on transmettait sur site. Et l'objectif du stage était je sais plus, la labellisation je sais plus si on l'avait sur les 5 sites, si j'ai eu le temps de voir ça, mais en tout cas on l'avait sur au moins 3 des sites, il me semble. Et donc, c'est pendant ces stages que tu découvres un petit peu plus ce que tu veux faire et ce qui va te mener vers donc, tes postes suite au master. Ouais. Alors c'est là, et puis j'ai un de mes meilleurs potes hein, qui était déjà dans la branche, vraiment dans les rivières et qui je parlais beaucoup. On avait fait des études, on avait fait les mêmes études, pas dans les mêmes universités, mais on avait fait les mêmes études. Il était déjà en poste et il me parlait vachement de son métier et ouais, c'est venu assez naturellement derrière. Voilà, dans mes stages, j'ai quand même enfin, je travaillais en lien, en tout cas, du moins sur le deuxième stage, plus sur le deuxième que sur le premier, sur les milieux aquatiques et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Donc, Pour avoir une idée, suite donc à l'obtention du master, tu me disais en 2015, est-ce que tu as réussi à trouver directement, un job? Est-ce que ça a été plutôt long? On sait qu'en fonction Non, des c'était profils, compliqué, c'était un peu ouais, c'est compliqué. plutôt compliqué. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça s'est passé en lycée jusqu'à aujourd'hui, ce que tu fais? Ouais, alors, c'était compliqué parce que, j'ai pas mal arrosé. Je voulais rester bosser dans le coin sur Bordeaux. C'était, dans notre branche, c'était, rivière ou pas rivière, hein, vraiment dans la gestion des milieux naturels. C'était gestion, enfin voilà, restauration et cetera, c'était compliqué. Parce que je pense que les gens étaient en poste depuis un petit moment, que ça recrutait pas des masses et que, il y avait beaucoup de diplômés chaque année. Donc on était, peut-être, entre une soixantaine et une centaine à postuler sur chaque poste. En tant que débutant, voilà, sur 60 ou 100 candidats, on avait rarement de chance, quoi. Donc pendant un an, j'ai travaillé à Decat, voilà, rayon ski à Decat, plusieurs décathlons autour de Bordeaux, en négociant avec eux des contrats quand même des temps partiels pour avoir le temps de continuer à chercher du travail, éventuellement de dégager du temps pour d'éventuels entretiens. J'ai vite compris enfin vite compris, non, ça m'a pris quelques mois quand même, 6 mois pour comprendre, de me dire que bon allez, en fait, il va falloir changer de stratégie. Au-delà d'élargir la zone de recherche et de dire bon j'arrête, je fais plus la fine bouche, je cherche plus que autour de Bordeaux, j'élargis à toute la France. Et le service civique est priori le passage un peu.
officieusement obligatoire pour pouvoir se lancer un peu dans nos disciplines ensuite. Donc j'ai postulé à des offres de service civique à deux, une dans l'Est sur Metz, à une fédération de pêche, il me semble. Ça l'a pas fait. J'étais dans le dernier carré là pour être recruté. Ils ont voilà préféré un profil de personnes qui vivaient dans le coin. Et un autre à Brest, donc au Forum des marées d'Atlantique, qui est un syndicat mixte qui vient en assistance aux collectivités et aux privés sur la restauration de zones humides. Et donc ça l'a fait. J'ai été poste pendant 10 petits mois là-bas pour travailler sur le réseau expérimental de restauration de zones humides. En fait, eux, la mission, c'est qu'ils avaient monté des protocoles un peu expérimentaux de restauration de zones humides avec différents contextes voilà, environnementaux, différents types de zones humides, différents types de dégradation de zones humides. Ils expérimentaient ça et en parallèle de ça, ils cherchaient à constituer un retour de recueil d'expérience auprès des collectivités ou auprès d'entreprises privées sur la gestion de projet pour essayer d'identifier vraiment tous les points bloquants et tous les leviers pour pouvoir éviter ou en tout cas faire sauter tous ces leviers ou tous ces cadenas qui peuvent éventuellement faire planter les projets. Parallèle de ça, j'assurais une partie du suivi naturaliste des réseaux, des sites qui avaient bénéficié de la restauration, voilà, qui étaient dans le réseau expérimental. Donc c'était relever des pièges barbeurs, des pièges à insectes qui étaient installés, partenariat avec le conservatoire botanique qui gérait les inventaires floristiques. Là, je les accompagnais puis je les aidais dans leur protocole. Voilà, j'assistais aux réunions. Voilà, j'avais tout un tas de petites missions. C'était vachement bien. Ça m'a, pour le coup, pour refaire un petit peu le parallèle avec ce qui manquait dans la formation et qui ça a peut-être changé aujourd'hui, c'est que c'est vraiment à travers cette expérience-là que j'ai appris tout le fonctionnement du public. Qu'on veuille bosser dans le privé ou dans le public, dans nos métiers, c'est hyper important de savoir comment tout ça s'articule, comment tout le monde du public s'articule. Et je pense que c'est alors soit j'ai pas bien écouté en cours, et ça avait été traité, mais j'ai pas trop le souvenir, ça avait été abordé du moins, mais n'était pas rentré vraiment dans le détail. Pour le coup, c'est des questions qui ressortaient souvent en entretien et qui pouvaient peut-être éventuellement te faire perdre un petit peu de temps sur les premières expériences professionnelles. C'est de comprendre en fait l'articulation de tout le jeu d'acteurs. Les préfectures, comment sont foutus les textes de loi, qui va les mettre en application, les histoires de compétences, qui gère la compétence eau, qui gère la compétence machin, et comment tout ça, dans la différence entre les polices de l'eau, la police de l'eau administrative, donc les préfectures, donc les DDT, et la police de l'eau juridique avec l'Office français pour la biodiversité. C'est quoi la différence entre les deux? Comment tout ça s'articule? Et tout ce jeu de compétences d'un point de vue vraiment au niveau qui en tout cas découle de code de l'environnement, comment voilà tout ça s'articule et à quelle échelle. On a vraiment tout, on a l'échelle communale avec ses petites compétences, enfin avec ses compétences, l'échelle intercommunale et puis ça grossit, les différentes régions, départements, communes, qui exercent quoi. Et je pense que pour le coup, à l'époque, c'est peut-être pas la matière qui m'aurait le plus intéressé, mais que tu finisses par travailler en bureau d'études ou dans le public, tu seras forcément confronté à tout ce monde-là et c'est assez important de savoir. Pour moi, hein, après c'est un avis, je pense que chacun a ses propres avis et que c'est pas une critique pareille que je fais au master que j'ai pu suivre. Du coup, pour resituer un petit peu, donc le service civique, il intervient combien de temps après la fin du master? Je termine le master, on est diplômé quoi, du coup fin août, début septembre à la fin de nos stages et j'ai le service civique, j'attaque au mois de mai. D'accord, donc mai 2016. Ouais. Après ces 10 mois de service civique, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Et ben au niveau professionnel, j'ai mon meilleur pote là dont je te parlais tout à l'heure, qui travaillait dans les rivières, qui lâche son poste en région parisienne et qui cherche quelqu'un et ça tombe à la fin de mon contrat. Pour me démarrer d'Atlantique, comptait me garder, me proposer alors je sais plus si c'était un CDI ou un CDD, mais un contrat assez intéressant, en moins de 3 mois, un CDD de 3 ans ou un CDI, je sais plus. Avec des missions hyper intéressantes, tout le monde était d'accord, j'étais prêt à signer, mais au dernier moment, faute de moyens, il m'annonce que c'est pas possible. Dommage, mais j'ai cette opportunité-là de mon pote qui m'annonce qu'il est recruté ailleurs et que le poste est vacant et que son président lui a demandé de s'occuper du recrutement et de trouver quelqu'un qui lui ressemble. Donc il m'a appelé, puis une semaine après, je passais l'entretien et un mois et demi, 2 mois après, je commençais. Et ça, c'est un poste que tu as occupé combien de temps?
où j'ai occupé 7 ans, ce poste-là. C'était un poste donc en syndicat de rivière en région parisienne, donc sur un petit bassin versant, une petite rivière, on avait quoi? Petite soixantaine de kilomètres de cours d'eau linéaires. Alors je suis arrivé avant que la GEMAPI, sur ce poste-là, soit mise en place. La loi MAPTAM et la loi NOTRe étaient passées et donc la mise en place de la compétence GEMAPI, donc gestion de l'eau, milieu aquatique, prévention des inondations, arrivait tout juste. Mon prédécesseur, là, mon pote, venait tout juste de mandater un bureau d'études, un cabinet d'avocats avec un groupement bureau d'études techniques et financiers pour mettre à lancer l'étude ce qu'on appelle l'étude de gouvernance pour la mise en place de la compétence GEMAPI sur notre bassin versant. Donc je suis arrivé, moi c'est le premier gros chantier que j'ai eu là dans ce syndicat de rivière. C'était de lancer officiellement ce marché avec le bureau d'études et puis à la suite de ce marché-là, mettre en place la compétence GEMAPI qui consistait de manière très simple dans les grandes lignes, hein, la compétence GEMAPI est détenue par les communes et dans un souci de cohérence de gestion de la ressource en eau, des rivières, etc. Cette compétence-là a été retirée aux communes pour être transférée aux intercommunalités, aux communautés d'agglo, aux métropoles, etc. Pour que ça puisse occuper l'intégralité du bassin versant et qu'on n'ait plus de rivières orphelines qui ne soient pas gérées par une structure. Libre après aux intercommunalités de retransférer la compétence à une structure existante, type syndicat de rivière par exemple, ou EPTB, EPAGE, voilà. Nous, c'est ce qui s'est passé. La compétence a été retirée aux communes, retransférée aux intercommunalités, enfin transférée aux intercommunalités, et les intercommunalités ont retransféré ça au syndicat de rivière. Ce qui nous a permis, nous, en fait, d'être compétents sur l'intégralité de notre bassin versant, parce que juste avant la GEMAPI, on n'avait que 2 tiers du linéaire et 2 tiers du bassin versant, parce que le bassin versant était situé sur 2 départements différents. Et donc la tête de bassin versant, avec gros affluents de ce cours d'eau-là, et les sources de ce cours d'eau-là, étaient gérées par aucune structure. On a récupéré tout ça, on avait vraiment tout le bassin versant, mais on avait récupéré que la compétence gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Le pays, système 5, prévention des inondations, c'était un EPTB qui gère les inondations essentiellement à l'échelle d'axe, une échelle beaucoup plus grande, quoi. Et donc cette étude de gouvernance, elle a permis, donc de toute façon, il a fallu calculer les contributions des intercommunalités, donc on appelle la clé de répartition financière, qui est associée à une clé, une gouvernance, une clé de répartition liée à la gouvernance, donc le nombre de sièges, le nombre d'élus, le nombre de voix, et en parallèle de ça, les contributions financières de chaque intercommunalité. Pour pouvoir calculer ça, il a fallu mettre en place des plans d'action techniques, chiffrés, pour ensuite proratiser ça on avait fait quoi? C'était à la surface de l'intercommunalité présente sur le bassin versant, au nombre d'habitants et au linéaire. On avait pondéré ça avec ces 3 facteurs-là, avec ces 3 paramètres-là. Et bon, parallèle de ça, j'avais des projets de restauration de l'hydromorphologie et de la continuité écologique aussi à faire avancer, qui étaient déjà lancés. Donc voilà, ça c'est un projet qui a duré quand même 2 ans, qui s'est conclu par la création des nouveaux statuts et d'une nouvelle structure. On est passé de syndicat intercommunal à syndicat mixte. Il a fallu refaire tous les statuts qui n'avaient pas été changés depuis les années 50. Ensuite, continuer à mettre en œuvre ce PPRE, ce programme pluriannuel de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin versant, avec une petite équipe en régie. Donc c'est 2 agents de garde rivière qu'on avait. Pour l'un, conducteur de pelle et dans la structure depuis une petite vingtaine d'années, et un alternant que j'ai formé pendant 3 ans au métier rivière, qui se formait donc vraiment sur la technique entretien avec mon collègue, sur toutes les techniques de coupe, le pilotage de la pelleteuse, et puis sur tout ce qui est lecture du cours d'eau, projet de restauration, etc. Et vraiment rivière, indicateur avec on sait nos I2M2, etc. sur nos projets nos états zéro et puis ensuite l'état des lieux d'après travaux. Je faisais tout ça avec les gars et on fait aussi de la restauration en régie où on mettait en place les dossiers, on demandait les autorisations à la préfecture pour pouvoir faire du reméandrage et de la restauration hydromorpho. Donc voilà, pendant 7 ans, et j'ai changé là cette année, au mois de février, j'ai été recruté beaucoup par la métropole du Grand Paris, sur un poste sur le papier similaire, mais dans l'application complètement différente parce que je travaille en région parisienne, dans le Vexin, dans un lieu très boisé, très rural, où les cours d'eau avaient quand même été pas mal chahutés, hein. C'est pas parce qu'on est en ville qu'on a plus détérioré les cours d'eau. À la campagne, on l'a fait d'une manière différente. Voilà, ils sont pas forcément, ils sont peut-être un petit peu plus en forme, mais bon.
Là, je suis sur des projets toujours de restauration de l'hydromorphologie, mais sur des cours d'eau qui ont été vraiment enterrés, busés sous des villes et sous de l'urbain dense. On travaille sur, par exemple, un cours d'eau un peu emblématique du coin qui s'appelle la Bièvre, qui est un affluent de la Seine, qui a été enterré entre le milieu du 19e jusque les derniers tronçons étaient enterrés dans les années 50 pour l'aspect sanitaire, parce que c'était des tronçons qui étaient utilisés, enfin, des cours d'eau qui étaient utilisés à terme comme égouts un peu à ciel ouvert, et d'un point de vue sanitaire, ça collait plus, ça générait beaucoup d'odeurs. Donc on les a enterrés. Aujourd'hui, on cherche à les ressortir. Voilà. Et puis pour recréer du milieu naturel aussi dans de l'urbain, ça permet de reconnecter les cours d'eau nappe phréatique, ça permet d'améliorer la biodiversité, ça permet de faire chuter les températures en cas de canicule. Ça permet aussi d'un point de vue social peut-être à dire réassocier la population au milieu naturel. Pas pouvoir te faire une liste exhaustive de tous les avantages que ça, il y en a énormément. Je pense qu'il y en a même qu'on n'imagine pas encore. Enfin, c'est des disciplines qui sont quand même pas très vieilles, la restauration des rivières. Donc, énormément d'intérêt à restaurer ces cours d'eau. On en est qu'au début, puisque la prise de compétence de la GEMAPI par la métropole, c'est 2018. On est dans l'urbain avec énormément d'acteurs différents, donc ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup de concertation, voilà, je le savais, en postulant là-bas, que ça allait être une manière différente de gérer les projets, mais pas inintéressante, puisque techniquement, j'apprends énormément de choses aussi encore, parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs différents, il y a des corps de métier que dans lesquels j'étais pas spécialement, avec qui je travaillais pas spécialement. Voilà, puis bon, on va dire comme le poste que j'avais avant, c'est des métiers voilà, on va dire d'intérêt public qui sont quand même assez très intéressants et qui ont du sens. Donc, je sais pas si je verrai les travaux un jour, hein. Ça prend vraiment beaucoup de temps, mais au quotidien, ça reste quand même, j'ai quand même encore un peu de terrain, je travaille avec des bureaux d'études qui sont vraiment balèzes, qui m'apprennent aussi énormément de choses. Donc, non, c'est un poste qui est assez complet et qui est dans une équipe qui est pluridisciplinaire, qui est avec des profils vraiment très différents. Et voilà, j'ai aussi d'autres dynamiques de travail parce que j'ai des collègues, j'ai plus de collègues qui travaillent sur d'autres problématiques, ce qui permet aussi voilà, d'apprendre d'autres choses et voilà, d'avancer aussi professionnellement et sur ma culture. Technique, rivière et voilà, cycle de l'eau, quoi, un grand cycle de l'eau. Puis je suis sur aussi tout un volet cartographique et sur une étude d'identification des cours d'eau disparus de Paris Petite Couronne. Donc ça, c'est des diagnostics où on va chercher des plans, des cartes un peu historiques ou des cartes de partenaires. La cartographie qui a été faite par d'autres partenaires. On essaie d'identifier les cours d'eau à la fois classés cours d'eau et des cours d'eau qui nécessitent une expertise. Et puis on envoie des bureaux d'études avec lesquels on va pour essayer de reclasser ces cours d'eau-là comme cours d'eau pour qu'ils puissent bénéficier de la réglementation de la protection de la loi sur l'eau, tout simplement. Et qu'on soit légitime aussi de les restaurer puisque la métropole exerce sa compétence GEMAPI là depuis 2018. Donc si c'est référencé comme cours d'eau, naturellement, c'est à la métropole de s'en occuper. Ok, merci. Ouais, Est-ce ouais. qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour les étudiants c'est pas obligatoire, mais s'il y a quelque chose. Non, là, y a rien qui me vient. Du coup, je te remercie d'avoir participé aujourd'hui et ça marque la fin donc, de cette interview.